de ce type-là, elle sentait qu'il était extrêmement fauve. Et puis il a négocié un contrat avec RCA, la maison de disques, comme on n'avait jamais vu auparavant. Il a réclamé des sommes qui n'avaient jamais été réclamées avant. Il faut dire qu'il y a un point qui a accéléré sa frénésie, son urgence, c'est que le 9 juillet 55, il y a un tube rock'n'roll qui se classe numéro 1 aux États-Unis, c'est Rock Around the Clock, que tout le monde connaît. 1, 2, 3 o'clock. Et donc là, Parker s'est dit, il faut à tout prix qu'Elvis soit la star du rock'n'roll. Là-dessus, on ne peut pas lui reprocher pour l'amorçage, le décollage, il a été là. C'était quoi la différence d'Elvis par rapport aux autres rockers de l'époque? Parce qu'il n'était pas seul. En quoi il sortait du lot? Et qu'est-ce que le colonel Parker a vu chez lui? Pourquoi il s'est dit, lui, je vais en faire une star au niveau de tout le continent américain? C'est-à-dire que bon, il y avait eu effectivement Rock on the Clock, mais Elvis avait quelque chose d'autre. Il avait un charisme, il était jeune, il était très très beau, très sexy, et puis un déhanché un peu comme Michael Jackson par la suite. Enfin, il avait une façon de se déhancher sur scène qui bougeait comme ça. C'est ça, qui rendait les filles, il le faisait de façon très naturelle, mais qui rendait les filles complètement folles. Donc quand il va passer au show Ed Sullivan aux États-Unis, c'est un show que toute l'Amérique regarde. Quand il passe à Ed Sullivan, l'Amérique, des filles en chaussettes blanches succombent, si je peux dire. Il va battre tous les records au cours de cette 56. Le record ne sera dépassé que par les Beatles 8 ans plus tard, quoi. Et qui vont d'ailleurs avoir également le passage chez Ed Sullivan. Donc c'est un petit peu, il électrise l'Amérique. Mais c'est un mystère, ce colonel Parker. Il ne pense qu'à l'argent, parce que nous, on est à 10%, mais lui, les agents, il prend 50%, parfois, ou 25% dans la majorité des cas, et 50% après, c'est fou quand même. Oui, c'est sûr qu'il était, à la fin des années 70, dans des dettes de jeu complètement folles, et donc il fallait qu'il fasse tourner Elvis, il fallait qu'il fasse rentrer de l'argent par tous les moyens. Mais Daniel Rivière, excusez-moi, mais imaginons, je suis Elvis Presley, je sais que c'est difficile à imaginer, mais donc je suis un peu la rockstar la plus demandée au monde. Pourquoi garder cet agent qui prend 50%? Il y a des agents qui bossent avec moi, il y en a plein, donc je prends un agent qui est bon et qui prend 10%, comme tous les agents. Comment il reste avec lui? Il ne se méfie à aucun moment, il ne se dit pas à un moment stop? Elvis ne voulait pas trop s'occuper des affaires financières, et il lui est arrivé, comme il le disait, presque en se vantant, de signer des contrats sans les lire, quoi. Donc il était content, on lui versait de l'argent, il était dans sa maison de Graceland avec ses potes. Et puis son père, Vernon Presley, qui était un peu intermédiaire, était un type un peu timoré, qui lui s'en laissait compter très facilement. Donc chaque fois que Elvis menaçait de partir, Vernon Presley recevait une facture complètement ahurissante de 2 millions de dollars de la part du colonel Parker, sans aucune preuve, et Vernon Presley tentait de convaincre Elvis Presley qu'il fallait rester avec Parker. Et il y a une autre chose, parce qu'après il y a un rapport de maître à esclave, de suggestion aussi de l'un envers l'autre. Est-ce qu'il a provoqué la dépendance d'Elvis Presley en lui fournissant notamment les amphétamines, la drogue et des choses comme ça? Non, cette dépendance aux drogues, Elvis Presley l'a connu lorsqu'il était à l'armée, c'est-à-dire qu'il prenait des drogues pour dormir et puis des drogues pour être éveillé le matin, donc il alternait les deux, et c'était même le capitaine, là où il était en Allemagne, qui l'a initié à ça, et donc c'est devenu une spirale. Il a détruit son image. Il a détruit son image, mais il ne l'a pas détruit physiquement. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça, parce que Elvis Presley aurait pu avoir des opportunités extraordinaires, par exemple tourner la vie de Hank Williams, qui est une légende de la country music aux États-Unis. Le colonel Parker a dit non parce qu'il n'aurait pas eu les droits. Comme il voulait avoir la moitié des droits sur toutes les chansons, comme c'était Hank Williams qui l'avait composé, il a dit non, il a freiné, ce qui aurait été une super opportunité pour Elvis. Pareil, quand Elvis aurait pu tourner avec Barbara Streisand dans A Star is Born, il aurait fait une prestation beaucoup plus impressionnante que Chris Christopherson. Ou alors quand Dolly Parton lui a proposé la chanson I Will Always Love You, qui est devenue 20 ans plus tard un tube mondial avec Whitney Houston. Donc pareil, c'est Parker, comme il voulait la moitié des droits, qui a empêché la chose de se faire. Donc c'était vraiment un manager qui ne respectait pas la volonté de l'artiste, l'intégrité de l'artiste, mais qui voulait vraiment juste... Ça va dans les couilles. Ah oui. Et cela dit, j'ai une dernière question, Denis Lichbert, c'est qu'on dit que Elvis Presley vend plus de disques morts que vivants. Alors déjà, comme il en a vendu 600 millions, donc en fait, qu'ils vivent ou qu'ils meurent, c'était la même chose pour le colonel Parker. Oui, mais c'est le cas pour beaucoup d'artistes. La plupart des artistes, même après leur séparation, vendent plus de disques. Il y a les changements de support, on est passé du vinyle au CD, beaucoup de gens ont racheté les disques en CD. Et puis il y a le côté légende qui fait que... Il y a quelque chose qui fait qu'Elvis est un peu immortel parce qu'on ne retrouve pas, de nos jours, on aimerait bien avoir quelqu'un d'aussi charismatique, quoi, et qui représente autant de qualités qu'on considère désirables, à tort ou à raison.
beau. Il faut voir le mausolée, Graceland, c'est vraiment un lieu de pèlerinage. Et j'ai même rencontré des gens qui pensent qu'il est toujours vivant. Ah oui, Ça dit depuis quand même. Le temps nous manque, mais la thèse, elle tient debout. C'est ça qui est C'est-à-dire, elle tient debout. Ouais. Grosso modo, Elvis Presley est allé voir Nixon en 1970 pour devenir un agent de lutte contre la drogue. Il semblerait que, donc parmi ces musiciens, il y avait un agent du FBI, et il semblerait, c'est la théorie, que sa couverture ait été comment dire, dévoilée en 77 et qu'on lui aurait fait le programme de protection des témoins. Je résume en quelques secondes une longue histoire. Et donc Elvis serait quelque part sous un autre nom. Moi, j'y croyais pas au début quand j'ai commencé l'enquête, et plus ça allait, plus la pile des preuves comme quoi il aurait pu survivre était énorme par rapport à la pile. Et puis surtout, ceux qui étaient contre cette théorie, mais j'ai vu des gens presque insultants qui voulaient... C'est quand même très bizarre, quand les gens vous insultent, quand vous enquêtez sur quelque chose, on se dit, oulala, il y a un loup. Eh bien, écoutez, merci pour ces informations. Peut-être qu'ils nous écoutent. Ils nous écoutent peut-être, ça serait bien Stéphane. Avec Diana. Merci bien. En tout cas, pour tout savoir sur Elvis Presley et sur cet étonnant impresario qu'était le colonel Parker, je vous invite à lire Elvis Presley, Histoires et légendes. Merci beaucoup. Merci. Ici, Europe 1. 16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre. Historiquement vôtre. Oui, Ça, c'est la voix d'Elvis Presley qui elle est dans Non, mais c'est quand c'est Elvis en parler. Non, mais franchement, Historiquement vôtre. je suis encore sous le choc de ce que j'ai entendu. Savoir qu'Elvis est toujours vivant, c'est vrai que c'est un sacré scoop européen. Et Clémentine Bortier-Kaltenbach, qui est avec nous pour parler maintenant des histoires dont elle a le secret, confirme, vous l'avez Bien rencontré. sûr, mais j'étais pas C'est bien. au courant. Il fait partie de la liste de ceux qui ne mourront jamais en histoire. Il y en a beaucoup. Voilà. Jeanne d'Arc. Oui, très bien. Alors, historiquement vôtre, vous raconte l'histoire, ça se la raconter. Elle se la raconte un peu quand même maintenant. Clémentine Bortier-Kaltenbach, vous nous parlez d'une diplomate américaine assez exceptionnelle. Oui. Née le 23 avril 1928 à Santa Monica en Californie, dans une famille modeste. Son père est employé de banque et sa mère est mère au foyer. Et cette femme, Shirley Black, a fait une carrière extraordinaire dans la diplomatie. En 69, elle a 41 ans, elle est nommée déléguée des États-Unis à l'ONU par Nixon, c'est pas rien. Et puis après, entre 74 et 76, ambassadrice des États-Unis au Ghana. Ensuite, toute première américaine chef de protocole du département d'État des États-Unis. Et enfin, en 89, en pleine révolution de velours en Tchécoslovaquie, elle est l'ambassadrice américaine en Tchécoslovaquie nommée par Bush. Alors, c'est quand même une carrière dans la diplomatie magnifique. Ça aurait pu suffire à combler. Moi, ça aurait comblé toute ma vie. Voilà, j'aurais été ambassadrice au Ghana, j'aurais bien aimé. Bon, alors, mais... Vous avez à côté Pamela Harriman dans les... Ah oui,